Alors, Bon. David, tu reprends d'où on était? Eh ben, en fait, oui, je suis allé un petit peu loin dans l'affaire, puisque pour la première fois en France, nous avions la WCW, donc sur RTL 9, et la WWF sur Canal+. Et l'aventure WCW va s'arrêter, pardon. Toi, tu vas continuer jusqu'à la fin de l'émission Nitro, hein, sur RDS, mais nous, sur RTL 9, ça va s'arrêter un petit peu avant. Il y avait toujours ce fameux décalage, hein, à l'époque de 4 ou 6 semaines. Et il y a le retour en 2002 avec la WWF. Donc là, et pour moi, c'est vraiment à partir de là que le duo trouve ses marques et trouve son public avec Puissance Catch, les Catch-Off. Donc je sais pas déjà la transition entre WCW et WWF et le retour, comment ça s'est passé de votre côté? Alors, il me semble que c'était déjà la WWE, hein, c'était plus la WF. Oui, pardon. Euh, mais bah, déjà, Christophe a mal vécu la chose, hein. Il l'écrit dans le livre. C'était dur pour lui parce qu'il a vécu un rêve quand même. C'était quelque chose d'exceptionnel pour lui. Bon, moi, je continue à bosser beaucoup, donc quelque part, je n'ai pas vu le temps passer. Je sais qu'il se rappelait que que je l'appelais régulièrement pour le tenir au courant. Je crois il a apprécié cela. J'essaie d'être quelqu'un de parole. Et donc, je le tenais au courant des avancées ou pas d'avancées d'ailleurs, puisque ça a quand même duré pas mal de temps, ce blocage. Et quand il est revenu, il a beaucoup évolué. Déjà, il avait changé physiquement. Il avait perdu des dizaines de kilos. Il avait gagné en maturité. Sa voix avait mûri. Il avait une grosse voix. Et c'est vrai, tu as raison, on a trouvé nos marques assez rapidement. Après, il y a quand même pas mal de superstars qui venaient de la WCW, enfin qui étaient enfin WF à l'époque, qui étaient partis chez l'ennemi, qui sont du coup revenus à la maison. Et puis c'est vrai, on a rapidement trouvé nos marques et c'était plutôt sympa ce retour. Et j'ai redécouvert un nouveau Christophe et c'était reparti comme en 40, comme on dit en France. Oui, puis le succès est arrivé assez rapidement, hein, finalement, puisque la WWE voulait aussi conquérir le marché européen. Elle avait fait un peu le tour du marché américain, puis il y a l'explosion sur ce que nous on appelle la génération NT1. Oui, alors ça a mis du temps quand même, hein, parce que là tu parles d'un arrêt aux alentours des années 2000. On a dû revenir en 2002, hein, quelque chose comme ça. C'est ça. Et la génération Catch Attack, parce qu'il y a eu, il y a eu la génération Puissance Catch RTL9, hein, est resté le diffuseur, mais qui du coup diffusait WWE avec le premier Raw. Après, il y a eu Hit, je crois. Non, non, c'était avant ça. Il y a eu Main Event aussi. Et après, bien sûr, il y a eu NT1, qui chez nous en France était une chaîne gratuite de la TNT, donc avec une très grosse visibilité et surtout une programmation qui était bien vue le samedi soir en prime time. Sachant que le samedi soir en général, je pense que Marc en conviendra, c'est les enfants qui ont la télécommande, puisque Hum. les parents sont entre amis, copains, les enfants en profitent pour récupérer la télécommande. Et en effet, le samedi soir, à partir de 2009-2010, c'est devenu énorme. C'est devenu un vrai phénomène de mode et de société en France, oui. Et pour moi, il y a vraiment eu un tournant parce qu'il y avait les médias, on en parlait tout à l'heure, qui voyaient le catch, on disait du grand guignol, les stars en collant ou autre. Et il y a eu ce retour au Zénith avec ce show. Et là, d'un seul coup, c'était les stars américaines envahissent la France. Et là, il y a eu un côté alors populaire, si on peut dire comme ça, mais ça a vraiment commencé les jeunes commençaient à acheter les DVD. Il y a eu la période où vous avez été très productif entre les émissions, les DVD Ah qui oui, sortaient oui, chez nous en France en français. oui. Et, enfin, c'est une époque qui était assez intéressante parce que quand ils sont revenus pour la première fois depuis 10 ans, je crois, au Zénith, à Paris, c'était assez incroyable parce que là où ils ont été pris au sérieux, c'est pas tant sur le show qui était exceptionnel, c'était sur le merch. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le merch de la WWE ce jour-là a fait plus que le merch de Johnny Hallyday, qui est quand même la référence en France. Donc, si Wow. tu veux, déjà, au niveau business, ils ont commencé à voir les choses de manière différente. Sachant que, évidemment, c'était blindé, hein, c'était sold out.
Après, sur l'engouement aussi, bah, on l'écrit dans le livre, c'est qu'on a eu quelqu'un qui est venu nous taper dans le dos à un moment donné en nous disant il y a quelqu'un qui aimerait prendre une photo avec vous, ça vous dérange pas? C'est un jeune garçon. Alors, oui, oui, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on ne savait pas, que c'était le garde du corps de Stéphanie de Monaco, la princesse, et que c'était son fils. Donc, comme quoi, le catch est populaire, mais dans tous les sens du terme. Moi, Hmm. je trouve que c'est pas un gros mot populaire. Je sais pas comment c'est perçu au Québec, mais moi, j'aime beaucoup ce mot populaire parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour tout le Hmm. monde. Et puis pour finir, c'est vrai que très rapidement, c'est devenu un vrai phénomène de mode, un vrai phénomène de mode, à tel point que que dans les écoles, tout le monde parlait catch, les trousses, à la rentrée, c'était des trousses de Batista, John Cena, Rey Mysterio, Jeff Hardy, c'était un peu les vedettes hein, chez nous à l'époque, Edge. Et puis voilà, et c'était un vrai phénomène de mode, et les DVD, on en a fait beaucoup. À tel point que moi, comme j'avais un emploi du temps qui était hyper chargé, on ne pouvait pas faire autrement que de les faire la nuit sur mon temps de repos ou même de sommeil. Parce que, comme je le disais un peu plus tôt dans cette émission, dans la première partie, j'avais beaucoup d'activités professionnelles qui ont toutes fonctionné à fond au même moment. Et tu sais Donc, tu sais, Marc, il y a plein de gens qui me disent, alors à l'époque, avec Christophe, vous en avez profité. Non, on n'en a pas profité parce que on était à fond sans arrêt, tu sais. On était à fond sans arrêt, donc oui, on en a profité parce qu'on était appelé de partout, on n'arrêtait pas, mais on n'a pas eu le temps, tu sais, d'avoir le recul, d'apprécier, parce qu'on avait la tête dans le guidon. Tu comprends Oui, tu vois un peu l'image? Tu es oui. à fond, à fond, à fond, à fond, et c'est qu'après, tu te dis, ah, quand même, à l'époque, on faisait des trucs, ils ont rempli quand même 2 fois Bercy en un week-end, samedi, dimanche, c'est énorme. Mais Philippe, euh, on fait beaucoup de blagues, nous, sur le podcast, là. J'étais à WrestleMania 3 et je ne m'en Ouais. souviens pas. Non, c'est vrai? Quand tu dis qu'on on est à fond, à fond, à fond, tellement qu'on n'enregistre pas, on profite pas. Puis les seules images que j'ai, c'est du stationnement extérieur à WrestleMania 3 que je me souviens. Alors, tu sais, je comprends très bien quand tu dis la tête dans le guidon, là, je comprends très bien. Oui, David? c'est. Ah, David, il a eu une autre question, un quiz, David? non, 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 mais je vous écoute, hein, j'apprends également dans la petite blague de Marc où il était à WrestleMania 3, il se souvient même pas s'il a fait des entrevues qui ont été diffusées sur Canal+ ou pas. Il a complètement oublié cet événement-là. Alors, on va arriver sur la partie WrestleMania. Tout à l'heure, je parlais, je crois assez aux dates et aux coïncidences. On a dit que Christophe avait claqué la porte en avril 2012. Donc après, bon, il va y avoir l'arrêt d'NT1 et l'arrivée sur AB1. Et il va y avoir en avril 2013 l'arrivée des pay-per-view sur AB1 et qui pour moi va complètement lancer la machine. Il faut savoir pour, encore une fois, nos amis du Québec, nous les pay-per-view, on n'est pas habitué à acheter pour regarder. On les avait historiquement sur Canal+. Pendant toute cette période d'euphorie où tout fonctionnait, il y a les DVD qui sortaient, mais ils n'étaient pas diffusés à la télévision. Il y avait sur Kiosque, sur Canal+, une autre équipe de commentateurs qui en avait fait quelques-uns. Mais bon, ça n'avait pas forcément bien marché. Et là arrive avec WrestleMania 29, l'arrivée des PLE ou des pay-per-view sur AB1, qui va être ensuite, tous les pay-per-view vont être diffusés dans la nuit. Hein. Donc il va falloir commencer, pour nous, Français, à attaquer les nuits blanches. Et on arrive, et c'est là où je voulais en venir, encore un an plus tard, à WrestleMania 30. Vous êtes sur place. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Parce que c'est intéressant ce que tu dis parce que sur la culture, en effet, de payer pour regarder, hein, comme tu l'as dit, il y a eu quelques pay-per-view à l'époque sur une chaîne qui était une chaîne pay-per-view, puisque Canal+, fallait payer pour la regarder. Donc c'est pour ça que, quelque part, c'était logique. Nous, avec le groupe AB, AB Groupe Télévision, c'est vrai que c'était une révolution que d'avoir un programme payant gratuit sur une chaîne. En fait, tu vois, c'était assez révolutionnaire, en tout cas dans le concept, puisqu'à l'origine, ce qu'avait mis en place Vince McMahon, c'était génial. C'est-à-dire que tu es sur une chaîne gratuite toute la semaine, SmackDown, Raw, ça se bagarre, et puis à la fin du mois, si vous voulez voir comment ça va finir, bam, faut payer. Bah, je veux dire, en termes de business, c'est du génie pur. Donc c'est vrai que là on était arrivé à ce système où tout le monde avait tout en fait sur la chaîne. Ça, c'était vraiment cool.
Et puis la récompense grâce à quelqu'un, Nathalie Neumann, qui travaillait avant pour les États-Unis pour un grand groupe de cinéma, qui arrivait à la direction d'AB1 à un moment donné, ou même de plusieurs chaînes du groupe, et qui s'est dit, mais c'est pas possible, les gars, on fait des super audiences, il faut qu'on vous envoie là-bas. Et on dit, bah non, il n'y a jamais eu de Français, il y a eu des francophones, des Québécois, mais ils étaient engagés par la WE, hein, nos amis qu'on connaît bien, mais des Français, il n'y en a jamais eu. Et elle a tout fait pour, et elle y est arrivée, et moi, j'y croyais pas, et on l'écrit dans le livre, hein, et ce qu'on écrit, c'est vraiment la vérité, hein, pour ceux qui l'ont lu ou qui vont le lire. On dit vraiment des choses qu'on a, pour beaucoup d'ailleurs, qu'on n'a jamais dites. Et là, en l'occurrence, on n'y croyait pas jusqu'au moment où on arrivait sur place. On croyait qu'on allait commenter dans une cabine quelque part, et puis on nous a dit, non, non, ta place, votre bureau, c'est là. Et Wow. ça, c'était un moment extraordinaire. Bien sûr, j'imagine que pour Marc aussi, je ne sais pas si Marc, il a ce souvenir-là, du coup, maintenant, parce qu'il ne se rappelle pas de tout. Ben moi, je l'ai vécu il y a 2 ans avec la TNA, mais parce que j'ai été longtemps intervieweur. Alors, dans les années WWF, j'étais, la majeure partie du temps, j'étais intervieweur. Alors, ou ring announcer, donc, tu sais, je me promenais un peu, mais je l'ai vécu avec TNA, on avait eu. C'est toi qui avais fait notre vidéo d'entrée, David? Non. Non? Ah non, c'est Non. vrai, c'était Danny. On avait une vidéo avec tous les drapeaux des pays francophones, tout ça, et ça avait été présenté à Montréal parce qu'il y avait un pay-per-view qui était à Montréal. Il y a 2 ans, ça avait été spécial, mais je l'avais parlé avec Christophe, puis c'était style 1% de ce que vous aviez vécu, entre autres, comme j'aime le dire, dans les Europes là, récemment. Là. Ah ben, c'est qu'on s'habitue vite, hein, tu sais. Étonnamment, quand on s'est assis, enfin, en tout cas moi, quand je me suis assis la première fois, je dis j'étais vraiment heureux pour Christophe, parce que lui, il vivait vraiment il vivait plus que son rêve américain. Il vivait son rêve tout court. Jamais, je pense, qu'il pensait quand il était gamin, qu'il faisait sa petite letter et tout ça. Son fanzine, qu'il allait un jour être commentateur, et encore plus être ringside pour WrestleMania. En plus, voir la première défaite derrière de l'Undertaker, enfin, Ok. je sais pas si tu remets tout dans le contexte, mais c'était juste extraordinaire pour lui. Et sincèrement, moi, j'étais heureux pour lui. Tu sais, je, je dis pas ça pour me faire mousser, mais si je dis pas moi, personne ne le dira pour moi. Je suis pas envieux, je suis pas jaloux. La jalousie, c'est quelque chose que je déteste. Je suis pas envieux des gens, je suis pas jaloux des gens, parce que ça veut dire que si tu commences à être comme ça, tu seras malheureux toute ta vie. Et j'étais vraiment sincèrement heureux pour lui. Parce que je voyais dans ce regard qu'il vivait quelque chose d'extraordinaire que moi, je vivais aussi, mais pas avec la même intensité, parce qu'on n'a pas le même vécu. Et j'étais vraiment heureux pour lui, mais j'étais aussi content pour moi, attention, hein. Ben oui, c'est ça. Ça, Mais j'étais vraiment content. Et rapidement, bah, la question s'est pas posée si on n'était pas à notre place ou pas, parce que tu sais ce que c'est, hein, on te met un micro, on te met un casque, et puis vas-y. Bah, tu fais ton job, quoi. En fait, tu sais ce que tu sais faire. C'est-à-dire, si tu es là, c'est parce que tu sais faire ça. Tu vois, c'est pas un truc qui te met le stress, parce que bah, tu sais faire, tu sais commenter. La seule chose où il faut être un peu vigilant, et tu le sais puisque tu l'as vécu, c'est que bah, il faut pas te laisser happer par le ring. Ta boîte à 1 mètre du ring, tu dois regarder ton écran, tu dois commenter ce que les gens regardent. Mais ça, moi, je l'avais déjà eu en NASCAR, parce que j'avais eu la chance déjà avant de me rendre sur place et de commenter, notamment le Daytona 500, sur place. Et donc forcément, quand t'es dans ta cabine et que tu surplombes le circuit, tu vois plein de choses, mais faut pas perdre de vue ce que le téléspectateur voit. Tu vois, toi, tu dois anticiper peut-être des choses, tu dois être la valeur ajoutée, l'œil en plus, l'intérêt d'être sur place pour avoir un truc en plus. Sur la NASCAR, sur un sport entre guillemets normal, mais sur le catch, c'est pas pareil. Faut pas que tu ailles en dehors de l'histoire qu'on veut raconter. Et pour suivre l'histoire, faut suivre la réalisation. Parce que nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu le sais très bien. Plein de gens, ah, est-ce que vous êtes au courant de tout? Non, on n'est pas au courant, et puis je veux surtout pas être au courant. Donc moi, je Mais veux non. moi, je veux que mon commentaire, il soit frais, il soit réel, il soit naturel. Donc, je suis la réalisation. Même si je vois un truc qui se passe, quelqu'un qui bouge et qui va passer sous, bah, tant pis. Ah, bah, ok, bah, on verra plus tard. Puis des fois, je vois pas. Donc, je suis ce qui se passe. Et c'était ça vraiment le seul défi pour nous, techniquement parlant,
Après, il fallait gérer les émotions, gérer le truc, mais c'est tellement grandiose, de toute façon. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts, c'est tellement facile quand tu es ringside. T'es porté par le public, t'es porté par l'ambiance. T'as pas besoin de faire des phrases que t'as écrites. Moi, j'ai jamais rien écrit avant. Moi, je fais tout comme ça. J'ai rien de préparé. Moi, je peux pas. Là, t'as pas besoin. T'es porté partout. C'est génial. Tu vois, moi, quand je travaillais avec TNA et Handsome JF, lui, c'était celui qui avait tout noté. Il y avait des Excel avec toutes les prises de finition, puis tout ça. Moi, j'avais peut-être un petit calepin avec deux, trois notes, mais moi, je, ce que je vois, je veux le retransmettre. Bien sûr. Tu Alors, reportes. Tu es un reporter et le reporter reporte. C'est aussi simple que exactement. ça. Et la semaine dernière, on a eu sur le podcast comme invité Steve Macklin, qui est un lutteur de la TNA, il a été congédié récemment. Et je lui contais une anecdote qu'il a gagné le championnat, champion mondial à la TNA. Et il était venu nous retrouver. Enzo et moi, on se changeait dans le vestiaire après l'événement. Et il était venu nous remercier. Et ça m'avait grandement surpris et fait tellement plaisir. Et il me disait, nous, on compte une histoire dans le ring. Et vous racontez notre histoire aux gens. Alors, pour lui, c'était important. Et malheureusement, ce pas tous les catcheurs qui sont comme ça. Mais d'avoir vécu ça, c'est vrai. On compte l'histoire, on la raconte. Mm. Mais on en a eu quelques-uns qui ont été comme ça avec nous. Ils sont rares, mais c'est pas forcément les moindres, hein. John Cena, Cody Rhodes, la fameuse histoire du bisou à On y Lyon de viendra. Cody Rhodes. Ah bah oui. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir parce que s'ils sont pas là, on n'est pas là. On est là pour les mettre en avant, eux. On est là pour mettre les superstars en avant. On est là pour raconter leurs exploits, raconter l'histoire. Donc quand ils nous rendent hommage ou quand ils nous remercient, bah, comme tu l'as dit, Marc, ça fait hyper plaisir. Mm. Parce qu'on ne fait pas ça pour ça, mais ça prouve que peut-être on fait bien notre boulot et qu'ils l'ont vu. Et quelle belle récompense que de nous dire merci quand tu travailles, quel que soit le travail, parce qu'en général, on ne dit jamais merci. On t'engueule plus qu'on te dit merci. Ah oui, c'est normal. Ici, c'est la même chose. Bah oui, donc ça fait plaisir, on va pas se cacher. Oui, je voudrais revenir, bah, quand on est dans justement un peu sur le même sujet. Marc est peut-être pas au courant, mais je voudrais entendre l'histoire du oulala. Allez, oulala. Alors, c'est un truc, en fait, ça remonte à la première fois où on devait passer à l'antenne. Tu sais qu'il y a toujours au début, quand tu as une troisième table ou une deuxième table, à un moment donné, Michael Cole, il dit ah, et on dit merci, on dit bonjour à nos amis, et on nous dit à chaque fois, vous avez 20 secondes ou 30 secondes, donc 15 et 15 chacun, et vous parlez en français, enfin dans la langue et dans votre langue. Et à chaque fois, on faisait des phrases qui étaient vachement intéressantes, mais qui étaient très, 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 très françaises. Donc, je me dis, pour le public américain, à part entendre l'accent français, il n'y avait rien d'extraordinaire. Les Américains, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent croissant, déjà vu, Paris, bonjour, voulez-vous coucher avec moi? Tu vois, voilà, donc, et toutes les autres phrases qu'on peut dire qui sont des phrases de commentateurs, bah, ils vont rien comprendre, si ce n'est la sonorité. Et je me posais la question, j'ai qu'est-ce qui pourrait faire mouche en disant en effet c'est français et que tout le monde puisse comprendre, tu sais, sans que voilà. Et je sais pas pourquoi, mais vraiment je sais pas pourquoi. J'ai pensé, tu sais, à Retour vers le futur, où à un moment donné, Marty McFly, tu sais, ce magazine où il y a marqué Oulala dessus, tu sais, et c'est un truc un peu, tu sais, un peu érotique, machin et tout. Et je sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit, mais genre 20 secondes avant que je prenne la parole. Parce que Christophe, il prenait la parole en premier, puis suite à l'incident. Le De premier WrestleMania. incident où je ne l'avais pas laissé parler parce que j'avais pas compris que. Ouais. Donc, il m'en avait voulu, mais vraiment. Donc, j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, maintenant, c'est toi qui parles en premier, puis s'il me reste du temps, ce sera moi, histoire que tu te venges. Donc, c'était toujours lui qui passait en premier. Bon, on connaît tous Christophe, il est hyper passionné. Voilà. Et moi, à chaque fois, qu'est-ce que je dise de plus, si ce n'est, bah oui, on est content d'être là, vive la France, enfin, tu vois.
Et là, je sais pas pourquoi. Je dis oulala. Et j'ai pas capté que derrière. Alors, on n'est pas au courant de ce qui va se passer, de qui va gagner, mais comme dans toute émission de télévision, on a un conducteur. Et c'est normal. Pour nous dire les pubs, l'ordre des matchs. Des fois même, on n'a même pas les noms. On dit superstar versus superstar. C'est-à-dire qu'on sait même pas qui va en fait combattre. C'est juste pour nous, pour qu'on puisse quand même savoir ce qui va se passer après. C'est la moindre des choses. C'est une émission de télé, c'est normal. Donc on avait un conducteur et moi, j'avais pas capté qu'après nous, il y allait avoir un match de divas. À l'époque, c'était les divas, c'était pas encore les superstars féminines. Et au moment, donc, il me lance, et moi, je fais, oui, on est heureux d'être là, et comme on dit en France, ouh là là, et j'en fais des tonnes, quoi. Ouh là là. Et à ce moment-là, démarre la musique. Alors, je sais plus si c'est Alicia Fox ou Bribella, mais bon, voilà, quoi. Et j'entends dans le casque Michael Cole exploser de rire. J'entends le réalisateur exploser de rire. Peut-être au loin, je ne savais pas encore, Vince McMahon certainement exploser de rire. Et qui était à ses côtés, c'était notre ami texan là, qui mesure 2,10 m, JBL. JBL, qui est juste à côté et qui me serre la main, parce que je suis juste à côté de lui, et qui me fait comme ça, ouais, très drôle, machin, tout ça. Bon, j'ai dit, ah putain, j'ai juste dit oulala, quoi, ça va, c'est pas j'ai juste dit oulala. Et c'est tombé dans un top 5, tu sais, il y a des classements des fois, les trucs les plus dérangeants, décalés de la WWE, et je suis dedans apparemment avec mon oulala. Donc ça, Christophe Wow. a bien les boules parce qu'il y est pas. À la fin du show, on est prêt à repartir, on a nos valises et on voit arriver Vince McMahon vers nous. Et bon, faut savoir que, enfin, vous connaissez un peu Vince McMahon à l'époque, c'était Dieu. Enfin voilà, fallait pas trop lui parler. S'il ne te parlait pas, enfin voilà, c'est. Hmm. Et puis bon, il y avait un côté respect, tout ça. Et Christophe, il me dit, ah, il y a Vince McMahon, il vient vers nous. Et je dis, non, 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 il vient par là, mais c'est bon. Et en fait, non, il vient vraiment vers nous. Et il nous tend la main. Ah bah, moi, je lui tends la main, ouais. Et il me fait, bon boulot, les gars, bravo. Et puis, il nous sourit et il s'en va. Donc, Christophe, selon lui, c'est dans le livre, il s'est pas lavé la main pendant 15 jours. Et, et il m'en a voulu parce qu'il me dit, ouais, avec toute ma connaissance, toute ma façon de vivre, euh, il aura fallu que tu dises simplement oulala pour qu'on ait la reconnaissance mondiale et la reconnaissance de Monsieur McMahon. Bah, j'ai dit, bah ouais. C'est comme ça. Comme quoi, hein, des fois, un bon ski, bon snow, puis voilà, après une carrière est lancée. Et voilà. Oui, alors après, bon, il va y avoir différents pay-per-view. Moi, je vais arriver à une période en tant que collectionneur de catch en français. Et il va y avoir ce WrestleMania 32 qui est un petit peu étrange pour moi, puisqu'il y avait les pay-per-view sur AB1. Et quand je regarde à l'époque sur le W Network, je découvre Jean Brassard et Philippe Hartmann qui commentent ce WrestleMania. Et c'était encore à l'époque où on avait le panel des commentateurs qui étaient présentés. Alors, vous n'étiez pas ringside. Par contre, je ne sais pas si vous aviez eu l'information à ce moment-là qu'il y avait une autre équipe de francophones qui commentait le show. Alors oui, c'était assez bizarre. En fait, on n'avait pas. Alors, et là, je crois on l'a pas dit ça parce que je pensais que ça intéressait personne. Mais en fait, il y avait une équipe francophone, donc québécoise, qui commentait tous les shows sur le network. Et quand nous on venait, quand on était ringside, parce qu'à l'époque on était encore ringside, ou même je crois qu'à un moment donné on a switché avec quand ils ont voulu mettre toutes les langues Bah, et faire, tu c'est-à-dire sais, que l'année d'après, le fameux travelling. Il y a les Allemands qui vous avaient pris votre place ringside. Et donc Ouais, en après, il y fait, avait le. quand on était là, c'était nous, en tout cas pour la diffusion française. Pour la diffusion internationale, je ne sais pas, mais en tout cas pour la diffusion française, forcément, bah, c'était nous, puisqu'on était diffusé en direct sur AB1. Et je sais qu'à un moment donné, alors ça m'avait un peu déçu. Je sais que sur les shows, ils étaient également là certaines fois, et qu'on faisait tout pour qu'on ne se croise pas. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi, parce que moi, j'avais, enfin, en tout cas, à titre personnel, et je pense que Christophe aussi, parce qu'on en avait parlé une fois, on n'a aucune animosité, au contraire. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure dans la première partie avec Marc, c'est la grande confrérie des commentateurs, quoi. Donc, j'ai jamais compris pourquoi moi, j'aurais aimé rencontrer nos collègues. On n'était pas en concurrence. L'idée, c'était pas de reprendre la place, puisque nous, on commentait pour la France et la Belgique, et que après, la francophonie est suffisamment grande pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, tu vois. Là, on Mais a fait un petit qui, bond d'un an parce que pour moi, le WrestleMania 32 est vraiment plus marquant parce qu'à ce moment-là, c'est pas encore Raymond Rougeau et Jean Brassard qui reviennent
en 2017 et qui là seront présents au show, c'est Philippe Hartmann et Jean Brassard. Jean Brassard nous en avait parlé sur le podcast avec le fameux incident qui a fait qu'ils n'ont pas continué de commenter, mais on les avait mis dans une C'était quoi loge. cet incident? Tu vois, je suis même pas au courant. Philippe Hartmann, c'était pas un très bon commentateur. On en a parlé en long, en large. Et pendant le match du Taker, il va se tromper, il va se tromper dans le nombre de victoires. Il va l'appeler par son vrai nom. Il va sortir des Ah petites oui, anecdotes comme ça. ok, d'accord. Donc les producteurs n'ont pas du tout apprécié. Ça s'est arrêté là. Il faudra attendre 2017 où Jean avait vu que ça n'avait pas fonctionné et avait dit si on le fait, je le fais avec Raymond Rougeau. Et c'est quand Raymond Rougeau est revenu que là, ils étaient sur place, qu'on les voyait à l'antenne. Mais là, pour ce WrestleMania 32, non seulement on ramenait une équipe francophone, mais en plus on les avait cachés. Ils étaient dans une loge plus loin, ils n'étaient pas Oui, c'est avec le ça, oui. panel, ils Ouais, n'étaient pas avec ouais. le panel de commentateurs. Et le jour même, la version française est dispo sur le network. Ensuite, ils mettent la version avec Christophe, la version d'AB1, on va dire. Ça. Puis après, ils reviennent sur la version Hartmann, Brazzer pour finalement enlever la VF. Donc, on avait vu qu'il s'était passé quelque chose. Non, alors, pour être tout à fait honnête, alors, il y avait pas de, c'était pas un scandale, hein, je crois que c'est un problème de droit. Oui, C'est-à-dire que oui, nous, oui. en fait, on avait été entre guillemets vendus ou prêtés, tu vois, au niveau des voix, pour une diffusion et une rediff. En fait, je crois que c'était ça, par rapport à la diffusion française. Et je crois que le contrat était que là, il y avait une équipe québécoise qui, elle, par contre, devait commenter tous les pay-per-view. Mais quand nous, on était là, quand on venait, il y avait le direct, c'était nous, et il y avait une rediff. Et après, en effet, c'était les Québécois qui étaient sur tous les replays. Alors après, sur le W Network, il n'y a eu que la version québécoise. La version AB1 Oui, était c'est sur, ça. Ouais, 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 c'est ça. sur AB1. Et C'était, puis Moi, ça c'était va. un, c'était, c'était j'ai une une histoire de question. droit. Nos voix étaient prêtées, en fait. Enfin, étaient autorisées pour une diff ou deux diffs. Philippe, quand vous dites on ne pouvait pas se rencontrer, les deux équipes, de la façon que vous l'expliquez, c'était pas vous. Est-ce que c'était l'autre équipe ou Ah non, non, c'était. non, je pense que c'est ni l'autre équipe, ni nous. Parce que même nous, au début, on ne savait pas. C'est après qu'au bout de trois fois, on dit, mais à ce qui paraît, à chaque fois, il y a les Québécois qui sont là. Mais j'ai dit, mais pourquoi on ne les voit pas? Et apparemment, on ne voulait pas qu'on se croise. Mais moi, j'aurais aimé. Moi, j'aurais adoré. Tu Ben vois, oui. au contraire, ça c'était cool. En plus, Christophe, il adore Raymond, il adore Jean. En plus, ouais, Jean, et on avait aussi un petit peu échangé, tu sais, de manière informelle, tu sais, via les réseaux sociaux, des cœurs, des trucs, des likes, des petits mots, ah, bravo. Il y avait zéro concurrence, quoi. Je veux dire, nous, on n'était pas du tout Hmm. en concurrence avec eux, hein. Vraiment pas, Et hein. je pense que même des fois la WWE était un peu perdue, parce qu'il y a un événement où c'est Raymond Rougeau et Jean Brossard qui sont sur place, et quand la caméra passe devant chaque commentateur, dessous c'est marqué Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Ah oui? Donc D'accord. oui, donc il y avait même Alors, eu. je crois même savoir, et ça peut-être c'est mon côté producteur, à un moment donné, ils nous avaient fait changer de place, tu sais, dans le travelling et nous mettre en dernier. Et moi, en tant que réal producteur, je pense que c'est parce que c'était plus facile pour nous couper si jamais sur le replay, ça devait être Raymond et Jean. Donc, ça va durer un petit moment comme ça, puis il va y avoir malheureusement le coup près pour nous en France qui va tomber, c'est que 2019, les pay-per-view vont s'arrêter sur AB1 pour être en exclusivité sur le network avec Jean et Raymond. Et donc, il va falloir attendre un petit moment vers 2023 où on va commencer à avoir des événements qui vont être diffusés, un Royal Rumble, un Elimination Chamber, WrestleMania. Et puis, bah, je suis obligé d'aller un peu plus loin dans le temps et puis de parler de Backlash. Enfin, enfin Enfin, ah une oui, émission télé en enfin. France et un PLE. Et puis alors là, bon, bah, l'expérience. Ah bah, elle est extraordinaire. Alors, il faut savoir quand même que si déjà, ça aurait dû être depuis déjà plus longtemps. Ça aurait déjà depuis 2 ans. Mais il y avait eu l'histoire quand même des Jeux Olympiques, hein, où il n'y avait plus aucune salle à Paris. Ça, c'était aussi un petit peu la problématique. Et c'est grâce au house show, qui était de plus en plus chaud, dans tous les sens du terme, que les Américains ont compris, parce qu'on les voyait arriver de plus en plus nombreux, les exécutifs en costume cravate, c'est comme ça qu'on les reconnaît, et qui arrivaient de plus en plus nombreux à chaque fois à Paris, et qui étaient toujours incroyablement étonnés de l'ambiance, de l'engouement, les chants, tout ce qui pouvait être fait, nous, notre interaction avec les fans quand on allait sur le ring, que au bout d'un moment, mais ils se sont dit, bah non, mais il faut qu'on y aille. Et ça s'est fait à Lyon parce que ça pouvait plus se faire à Paris
à cause des Jeux Olympiques. Il y avait plus de salles et ça a été extraordinaire. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc grand, mais pas comme ça. Puis surtout, nous, on nous a accueillis comme jamais, quoi. Je veux dire, c'était presque indécent. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. C'était un moyen aussi d'échanger une première en France. Moi, je suis content de l'avoir vécu quand même. Je suis content. On aura mis 22, 23 ans, mais waouh, Tu y étais, toi, ou pas? Oui, alors, pour la petite anecdote, on s'était croisés le matin, on en avait parlé sur le podcast. Je connais Christophe depuis AWN 2000, et on s'était croisés sur le parking de Smith-Toy. Et, Ah oui, oui, et donc, c'est là d'ailleurs qu'il m'avait dit qu'il rendrait hommage pendant le show à Marc, Raymond, tous ceux qui avaient commenté bien sûr. avant. Et ce que je lui avais expliqué, moi, au moment où vous arrivez sur le ring, là, pendant le pré-show, si lui a pas pleuré, moi, en tout cas, ce que j'expliquais, plus vous arriviez sur le ring, plus je sentais monter en moi toutes ces années où on avait galéré à avoir du catch, la pétition pour ramener à l'antenne. Et quand il y a l'ovation et dès qu'il y a les premiers mots qui sont partis, j'étais en famille, je me suis écarté pour verser ma petite larme. L'émotion était là, on vivait pour moi quelque chose qui était impossible. Et, et donc, je vais pas revenir sur le show, parce qu'on en avait parlé en long, en travers, puis vous pouvez aller le voir donc maintenant sur Netflix. Par contre, il y a ce fameux moment à la fin où Marc est peut-être pas Ah, au courant, où la conférence de presse commence. Donc, on demande à Christophe de quitter la table des commentateurs alors, pour c'était aller prévu, faire. hein. Il faut Ouais, savoir c'était que ça prévu, hein. avait été dealé avant. Ils étaient venus nous voir en disant, bon voilà, ensuite, il y a la conf de presse. Et il nous faut un traducteur. Christophe est beaucoup, mais il est mais excellent en traduction. Et moi, à côté de lui, je suis une muse. Donc, forcément, c'était lui. Et en plus, c'était quelque chose qui était vendu comme quelque chose quand même de. C'était une reconnaissance quand même, hein. Oui. Et après, ils nous ont dit, ah, il y a aussi comme on a battu un record, faut monter sur le ring. Et Christophe a dit, bah, puisque moi je fais la conf de presse, t'as qu'à monter sur le ring. Donc j'ai monté sur le ring là, tu sais, pour dire les Qu'on records, avait machin battu et le tout. record de recettes. Voilà, double record. Et à la fin, donc mon Christophe s'en va à peine la suite au prochain numéro. Marc, en fait, on finit depuis 25 ans sur ce mot-là à chacune des émissions. La suite au prochain numéro. Voilà, et on s'en va. Donc, mon Christophe est attrapé par un gars de la WWE, ils partent en courant et moi je reste là, je range mes papiers, mon iPad, machin, tout ça. Cody Rhodes vient de gagner le match, Le show est fini, hein. le show est terminé, on a rendu l'antenne, machin, tout ça. Il fait son show, voilà, il fait tout le monde, et puis à un moment donné, il descend côté table des commentateurs, tu sais, par l'escalier. Mhm. Il descend, puis alors moi, bah, qu'est-ce que je fais? Je me mets au fond, il vient par là, je vais pas être dans son plan. Je me pousse, je me recule, je range un peu tout, puis je recule. Et il continue à avancer vers la table. Oh, je me recule encore, puis à un moment donné, bah, j'ai la barrière derrière, tu vois. Donc j'ai tout le monde qui me tape sur l'épaule. Philippe, un selfie, une photo, Philippe. Ouais, et il s'approche encore. Bah là, je crois qu'il vient vraiment me voir moi, en fait. Tu vois, moi, C'est moi qui veux. je voulais pas. Ah, mais je pense que ça se voit que je suis un peu con dans cette histoire, parce que et il vient vers moi. Bon, bah, du coup, bah oui, je lui serre la main, il me hug et il me, il prend la ceinture de champion du monde et il la met sur mon épaule. Voilà, j'ai dit non. Et là, tout le monde, oh. Bon, bah, ok. Et là, il me fait un bisou, un beau smack sur la joue, tu vois, mais bien, tu vois, comme ça. Et là, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je dise? Je suis gêné. Donc, je mets je mets la main comme ça, l'air de dire j'ai honte, quoi. Et là, tout le monde prend photo, machin, tout ça, et tout le monde crie waouh. Et puis, il s'en va, je lui tape sur l'épaule, et puis voilà, quoi. Et bon, enfin, l'histoire. Après, il y a. Ah, comment elle s'appelait cette petite là que j'adorais, qui était Samantha Irvin. Samantha qui vient me voir, me dit oh, c'est génial, c'est super, bravo. Je dis non, mais attends, j'ai honte, franchement, non, mais t'as super bien géré, viens, tu restes avec moi, comme ça, on va dire au revoir à tout le monde, tu le dis en français, je dis en anglais. Bon, on a fait le job ensemble et tout ça. Fin de l'histoire. Après, je rentre dans les vestiaires, je me déshabille. Il y avait encore Rémi Mysterio, machin, tout ça. Bon, bref. Et à un moment donné, mais j'ai dit où mon Christophe? Donc il est toujours à la conf de presse. Et à un moment donné, je l'appelle, j'ai dit Christophe, faut que tu viennes là, parce que maintenant il faut qu'on rentre. Il y avait tous nos amis et nos familles qui nous attendaient pour manger. Moi, manger, c'est important pour moi, tu sais. Et donc, et donc
Et il descend. Et il me dit, ça va, ça a été? Je dis, faut que je te dise un truc, mais ça va pas te plaire. Il dit, ah, J'imagine. vas-y. Et donc, je lui dis. Et je pense, dans un premier temps, il savait pas si c'était, comme on dit en France, du lard ou du cochon, quoi. Il savait pas si c'était vrai ou faux. Et donc, après, il a dit, il a eu un peu les boules, mais bon, voilà, quoi. Donc, après, c'était une blague récurrente. C'était une catchphrase encore en plus de toutes celles qu'on a, où à chaque fois que Cody était à l'antenne, ou un match ou une promo, ou qu'on le voyait, je disais, mon ami Cody! Et Christophe disait, je vous menace, je vous menace! Enfin, c'était encore un échange, mais il faut savoir que Cody Rhodes a été très classe parce qu'il a bien compris que j'étais tout seul et que je n'avais pas mon binôme avec moi. Et il a envoyé un message privé sur Insta. Il lui a envoyé un petit message en lui disant, je suis désolé, je sais que tu n'étais pas là, mais sache que voilà, enfin voilà, il a échangé avec lui pour lui dire merci à lui aussi, quoi. J'ai trouvé ça très très classe de sa part. Philippe, il nous reste toujours moins d'une minute. Ça va tellement vite. C'était un moment inoubliable. Merci beaucoup. David, tu as quelques secondes. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ben, moi Tu j'aurais viens de pleuré. prendre tes quelques secondes. Voilà. J'aurais pleuré 2 fois à Backlash et puis lors de votre dernière, lors Si de on va, votre retour d'antenne. si on va se reparler, David, là, que tu te caches pour aller verser une larme, il faut que je te parle. Tu as le droit de pleurer devant les gens de ta famille. Oui, c'est une Philippe, expression, Marc. un énorme merci. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Au plaisir de se croiser, je peux te dire, mon ami. Je le prends avec un honneur. Mon ami aussi québécois, merci Marc de nous avoir, de s'être intéressé à nous, indirectement Christophe et moi, et aujourd'hui moi, tout seul. Donc merci pour cette invitation et si je peux revenir à un de ces quatre, je le ferai volontiers.